Bonjour et bienvenue à tous. Ça y est, c'est la deuxième saison, c'est la rentrée. Kin People fait sa rentrée. Votre magazine qui vous parle de toutes les réalités à Kinshasa. Nous sommes déjà à la deuxième saison et c'est véritablement un plaisir que de vous retrouver afin de parler et de discuter ensemble de divers aspects de la vie à Kinshasa. Pour aborder ces différents aspects, vous le savez, je ne serai pas seule sur ce plateau. L'équipe Kin People s'est enrichie d'une nouvelle personne que vous avez déjà pris l'habitude de découvrir. Il est passé littéralement du côté fun au côté discussion de la caméra. Voici donc Fanfan Soupi qui est avec nous. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être connecté, scotché sur cette chaîne de télévision parce que nous revenons avec le magazine le plus stylé de la République démocratique du Congo. Nous allons en repartir pour maintenant prendre le dossier du jour. Nous allons parler, mesdames et messieurs, d'un sujet très important, la gestion et le contrôle des contenus numériques venant d'un pays, ainsi que la sécurité de la jeunesse, comment protéger les adolescents des dérives d'Internet. Ce sera dans un instant avec notre invité dans le dossier du jour. Notre invité du jour, Dr Kojo Ndoukouma, docteur en droit et expert en numérique de la Sorbonne. Non, docteur en droit de la Sorbonne et expert en numérique. Il est auteur de ce bouquin que je vous recommande vivement, Droit du commerce électronique, enjeux civils consuméristes, cybercriminels, d'extraterritorialité et déterritorialité. C'est bon, tu y arrives. Merci, merci. Je suis arrivé. Merci, voilà. Alors, le livre est là, il faut vraiment le lire. Il y a le même Kojo qui est auteur. Il y a Ashley Ndiamie Ndamvete qui est co-auteur. Oui, oui. Il y a Blaise Loleka Ramazani aussi, avec la collaboration de Bénédicte Mbambou. Donc, je le recommande vivement. Alors, docteur Kojo, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes expert en numérique, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment l'aspect là qui nous intéresse. Nous parlons aujourd'hui de la gestion des contenus numériques. Nous avons remarqué que la nouvelle génération est née avec les numériques et passe des heures devant leurs tablettes, devant les écrans. Selon une étude Ipsos sur Facebook, en 2019, 89% des enfants de 7 à 12 ans ont accès à un smartphone ou une tablette et 62% possèdent leur propre matériel ainsi que 53% d'entre eux s'en servent quotidiennement. Alors, en tant qu'expert, vous allez, en tout cas, avant qu'on prenne les questions des dames, en un mot, en 2 ou 3 minutes, quel est le constat que vous, en tant qu'expert, vous avez fait sur cette question? En fait, nous sommes dans un monde immergé d'informations. Tout est mis en données, en fait. Et puis, nous sommes entourés d'un certain nombre de gadgets qui font l'objet de notre décor quotidien. Ici au Congo, d'après les dernières statistiques de la RPTC, on a 48 millions d'abonnés. On a à peu près 22 millions qui sont sur Internet mobile. Et nous avons 7 millions de personnes qui utilisent la monnaie mobile. Dans le monde entier, avec la constellation de Meta, qu'on a appelé Facebook à un moment. Donc vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez Messenger. C'est 3 milliards de personnes qui sont dessus, y compris sur WhatsApp qui fait partie de Facebook. Donc vous avez à peu près 3 humains sur 8 sur Terre qui sont sur Facebook ou ses constellations. Et puis, qu'est-ce qui se passe en 1 minute sur Internet? En 1 minute sur Internet, vous avez sur Google plus de 3 500 000 requêtes qui sont faites. De recherche. À la minute. À la minute. Voilà. Sur Netflix. 3 millions. 3 500 000. Ça, c'était en 2017. Mais là, c'est sûr que ça les chiffres ont dû exploser depuis. Les chiffres ont dû exploser. Et puis, sur Netflix, on voit, comment on appelle ça, cette application qui permet de films à la demande, de consommer les films à la demande. Vous avez 70 000 heures de vidéos qui sont vues dans le monde entier en 60 secondes. Sur YouTube, vous avez 4 100 000 vidéos qui sont vues en 60 secondes. Wow. Donc,
Ça vous donne... C'est avoir le tour. C'est énorme, docteur. Oui, ça vous donne un ordre de grandeur. Et puis, en tout cas, quand vous êtes sur WhatsApp, en 60 secondes, vous avez 69 millions de messages qui sont envoyés en 60 secondes. Et puis... Twitter sur Twitter, ah oui, sur Twitter, j'ai les stats. On a 402 000 tweets qui sont postés à la minute dans le monde entier. Wow, 452 000 tweets à la minute. Ça veut dire que ça sont les chiffres d'un temps encore plus révolu. Et puis, quand vous regardez toutes ces sociétés de télécommunications, déjà sur le plan local, c'est des chiffres d'affaires importants. C'est à peu près dans l'année 1,2 milliard à 1,5 milliard de chiffre d'affaires SMS de dollars. De data. Oui, de data confondus. Donc voilà. 1,2 à 1,5 milliard de dollars pour tous les services confondus. Mais vous avez quand même, comme ça, c'est qu'on appelle les GAFA. GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc sur la bourse londonienne, en 2018, ces GAFA avaient franchi les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Plus que Coca-Cola dans le monde, plus que General Electric, plus que la Bank of America et plus que tout ce qu'on a pu avoir. Et donc, quand maintenant nous regardons, nous sommes dans la révolution numérique qui est facteur de deux choses. L'hyperconnectivité dont vous avez parlé, et puis la possibilité de tout dématérialiser. On s'est un peu battu sur le mot déterritorialiser, mais on se rend compte que tout ce que nous sommes en train de faire est transformé en pixels, ou c'est transformé en fichier audio. En fait, tout peut passer sur les gadgets que nous avons. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons la problématique des contenus. Nous avons du contenu essentiellement multimédia, son, texte, image, animé ou non animé. Et puis, en fait, maintenant, vous avez une frontière pratiquement inexistante entre la vie privée et la vie publique. Et donc, on se rend finalement compte aussi, et je salue le travail que fait l'entrepreneur. Vous savez, il nous a été reproché à un moment que l'Afrique n'a pas suffisamment d'investissement immatériel. Vous vous rendrez bien compte que Mark Zuckerberg, aujourd'hui, qui est milliardaire, il n'a même pas de contenu. Lui-même. Il a juste créé une plateforme en fait. Il a juste créé une plateforme. Que les autres utilisent, pas lui. Vous avez booking.com qui n'a aucun hôtel. Mais il gère tous les hôtels. Vous avez Uber qui a des millions de taxis mais qui n'en possède pas un seul. Voilà, effectivement. Donc vous avez justement, nous sommes dans l'économie de la donnée où, comment on dit, le messager est plus valorisé que la donnée elle-même. Ça fait ce genre, people aussi, hein, d'être sur Facebook, d'être sur Twitter, maintenant sur TikTok. C'est le plus dangereux à mon avis. Voilà. Alors là, on est juste en train de cadrer sur le contenu. Donc on a ce contenu multimédia dans son ensemble, mais nous avons également les données personnelles qui sont devenues un marché important. Figurez-vous, en 2010, Paul Smith, qui est PDG de Google, il dit que nous créons 250 hexaoctets d'informations. Ça signifie que nous créons plus d'informations en 2 jours qu'il n'en a existé dans toute la préhistoire. Donc depuis l'invention de l'humanité depuis la création de l'homme jusqu'à l'invention de l'écriture. Et donc ça signifie que quand vous avez votre téléphone, qui souvent, à part les 32 ou 64 gigas de stockage interne, vous mettez encore 32 ou 64 gigas de stockage externe, carte SD, mais vous vous rendez compte qu'à un moment, vous êtes obligé d'effacer parce qu'il n'y a plus de place. D'accord, alors, on va avoir de la place. Alors, merci pour cette toutes ces données, c'est avoir le vertige. Ça donne, il y a des chiffres. 4 millions, 5 millions, 2 milliards, 1000 milliards. Incroyable. On va compter sur le montage pour vraiment illustrer un peu tous ces chiffres. Voilà, et c'est très important. Alors, docteur, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer la parole à Christelle Djibata qui va poser une question par rapport à votre introduction. Christelle, on va écouter. Alors, docteur, tout ceci, ça donne véritablement le vertige. Mais quelle est aujourd'hui la part de l'Afrique dans cette, je dirais, dans cette marmite qui bout? Parce que lorsque l'on regarde ces géants, Google, lorsque l'on regarde Apple, lorsque l'on regarde la plupart de ceux que vous avez cités, on se rend compte que la plupart d'entre eux sont basés en Europe. C'est un contenu européen qui est directement déversé en Afrique. Alors, aujourd'hui, la question est de savoir quelle est la place
de l'Afrique et quelle place pourrait avoir la RDC aujourd'hui? Je commence par expliquer le modèle économique. S'il vous plaît. Ça veut dire que... Docteur, vous allez vous donnez pas cours, hein, c'est... En français facile. Je rappelle qu'il est professeur d'université, donc... Des universités, donc quand il parle, il a l'impression d'être dans un auditoire. Donc, docteur, vous allez faire un peu... L'explication sera claire et succincte. Donc, le modèle économique de tout ça, c'est qu'on a fait de la gratuité le modèle économique. Ça veut dire qu'il y a un accès gratuit partout dans le monde. Nous ne payons rien pour pouvoir accéder à Facebook, à WhatsApp, à YouTube, Google et tout le reste. Et donc, c'est un marché à deux versants. Derrière cette gratuité, il y a des gens qui sponsorisent du contenu. Et donc, ce qui se passe, on dit dans le domaine de l'Internet, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça signifie ceci, oui, effectivement. Ça signifie qu'on nous attire comme des mouches sur un buzz ou sur un contenu TikTok et tout le reste. Nous y venons gratuitement, mais en fait, nous constituons l'audimat. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui sont en Californie, baie de San Francisco, la plupart des GAFA, ou en Europe, comme Deezer, qui fait de la musique, quand vous êtes agrégé sur la plateforme gratuitement, les annonceurs payent pour atteindre les millions de personnes qui sont en train de travailler. Et donc, c'est comme Facebook se fait de l'argent sur nous. Et donc, dans le monde, l'Afrique compte aujourd'hui plus de 1,2 milliard personnes et la plupart d'entre ces personnes sont des jeunes. 700 millions de connexions Internet, c'est énorme. Et nous ne produisons donc pas de contenu sur place. Et donc, nous sommes ce produit qui est attiré par la gratuité et les autres se font de l'argent sur nous. On subit un gavage en quelque sorte. Absolument. Et puis, on subit également tout ce qui est phénomène culturel. Vous voyez la banalisation des nudes, par exemple. Vous avez l'horizontalité de la communication où tout le monde est fort, grand, derrière son téléphone. Et puis, vous avez tous ces bébés qui sont aujourd'hui éduqués par Facebook. Et j'ai vu les statistiques où on a des bébés qui passent 30 minutes par jour devant soit YouTube ou un écran. Et donc, ce qui se passe finalement en Afrique, il y a quelque chose peut-être qui pourra intéresser notre entrepreneur, c'est que vous savez que YouTube est un producteur. Pourquoi? Ils se sont rendus compte que nous avons une diaspora africaine partout dans le monde qui ne se contente pas du contenu européanisé. Voilà. Et donc, ils viennent en Afrique financer des sketchs qui ne sont souvent accessibles que depuis l'extérieur. Pour la diaspora, je ne sais pas moi, marocaine qui est aux États-Unis et ainsi de suite, parce qu'il faut stimuler la consommation gratuite, mais qui est subventionnée par eux, de sorte que les Marocains qui sont à l'étranger, les Congolais qui sont à l'étranger, et je peux vous dire que les gens regardent plus les théâtres des Sobé, quand ils s'agglutinent sur la plateforme avec ce contenu sponsorisé, eux, ils s'agglutinent gratuitement, mais avec du contenu sponsorisé, et eux, ils viennent passer la publicité ciblée sur, en disant, on fait par exemple une marque de dépigmentation de la peau, mais ça ne peut atteindre qu'un public congolais ou un public ceci, cela. C'est comme ça que ça marche. En fait, on nous vend. D'accord, merci pour ces explications. Nous sommes des produits sur le savoir. Christelle Dibata, votre question. On est à l'oreille. Désolé, oh là là. On est tellement habitués à t'avoir sous C'est normal, je comprends. Voilà. Alors, Lorraine Kabouiz, vous avez une question pour le docteur? En fait, moi, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est une question ou une suggestion. En fait, aujourd'hui, les enfants ont vraiment accès à Internet, comme pas possible. Donc, c'est devenu... voilà, un mode de vie. Voilà, c'est devenu un mode de vie, c'est omniprésent en fait dans leur vie quotidienne. Et en majorité des cas, les enfants utilisent Internet en dehors de l'école. Alors, selon vous en fait, quelles sont les mesures à prendre? Quelles sont les mesures que les parents devraient prendre en fait, pour protéger les enfants? Voilà, justement. Bon, en fait, je continue encore à donner quelques statistiques. Par rapport à la question que vous posez, donc TikTok est présente dans 155 pays sur 196, et puis elle fonctionne, c'est une firme en 75 langues, et vous vous rendez bien compte que les 16 à 24 ans constituent les 41% d'utilisateurs de TikTok aujourd'hui. Mais par rapport à la question que vous posez,
quand on regarde la netiquette, ça veut dire l'éthique de l'utilisation d'une plateforme du net, on se rend compte que TikTok est tout à fait déjanté. Voilà. Et donc, même aux États-Unis... C'est fait par un dessin. Oui. En fait, vous savez, on le dit, on parle de la neutralité, mais ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'il y a une ligne, entre guillemets, éditoriale sur TikTok. C'est une plateforme de réseautage, mais qui est basée sur la parodie. D'accord. Mais ce qui est grave, s'il vous plaît, c'est que moi, je me suis connectée sur TikTok avec... TikTok, en fait, il n'y a même pas de... Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, en fait, ce qui est grave. Même quand vous n'avez pas de compte TikTok, vous avez accès au contenu TikTok. Et c'est très dangereux parce que j'ai eu un nouveau téléphone. Je suis entrée juste sur l'application, on ne m'a pas demandé de m'inscrire. Bon, bien sûr qu'il y a un petit... au coin, on demande que vous pouvez, si vous voulez vous inscrire ou avoir un compte. Pas, ouais. Et les contenus qu'il y avait sur TikTok, en tout cas, je suis vraiment désolée, je peux dire que c'est de la pornographie. En fait, non, mais je vois de partout, hein, de partout au monde, en fait. Il n'y a pas de limite. Est-ce que ce n'est pas important d'avoir des restrictions au niveau de notre pays, en tout cas? Est-ce que c'est possible d'avoir des restrictions pour que les enfants n'aient pas certains contenus? C'est la question sur laquelle j'allais rebondir, d'ailleurs. En fait, il y a une politique d'utilisation de YouTube. Il y a une politique d'utilisation de TikTok, il y a une politique d'utilisation de Facebook. Sur Facebook, dès qu'il y a un sein, donc un téton, on masque. On masque. Ou on bloque carrément. Ou on bloque carrément, on dénonce. Sur TikTok, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de politique claire, elle est chinoise. Oui, TikTok est chinoise. C'est une plateforme chinoise. C'est une plateforme chinoise. Qui a d'ailleurs supplanté Likee, qui était dans le même style, mais dont on n'entend plus parler. On n'entend plus parler. Alors que YouTube, vous n'y avez pas accès si vous avez moins de 13 ans. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, j'ai hérité du téléphone de ma fille. Et je me rendais compte que je ne pouvais pas accéder à TikTok. Et c'est là que j'ai appris à YouTube. C'est là que je m'en suis rendu compte. Alors, maintenant, ça c'est au niveau international, mais au niveau de chaque pays, il y a ce qu'on appelle les dispositifs de contrôle parental. Quand vous êtes en France, par exemple, et que vous prenez un abonnement d'accès à Internet ou même que vous achetez un téléphone, vous inscrivez l'âge de votre enfant. Et tout de suite, ce qui va se passer, si l'enfant est mineur et qu'il veut aller sur un site porno, ça le déroute sur un site de dessin animé. Oui, il n'aura pas accès. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'on peut bloquer des contenus, mais ici, ce qui se passe, on l'a proposé plusieurs fois. Le contrôle parental est un logiciel qui peut fonctionner comme avec Canal+. Voilà, justement, avec un code parental, avec des codes. L'Internet n'est pas aussi libre qu'on le pense. C'est un média qui est régulé en France par le Conseil supérieur. Mais nous-mêmes, nous l'avons vécu à certains moments dans l'histoire politique où on coupait carrément Internet. On coupait Internet, et puis je dois dire qu'à l'époque, je travaillais au ministère des Pétés Antiques. Donc c'est vous le responsable. En fait, il est là, hein, s'il vous plaît. mais moi, j'avais fait mieux. J'avais fait mieux que ça. Je me suis trouvé avec les coupeurs d'Internet et je leur... De l'époque. De l'époque. Voilà. J'étais dans le il n'y avait pas très longtemps, hein. 2015, 2016. On l'a fait déjà en 2006. Il y a eu un ministre de l'Intérieur qui a été le premier à couper tous les SMS en 2006. Ensuite, on l'a répété en 2012 et il y a un rapport de Rudi International qui dit que nous sommes le pays qui a battu le record du nombre et de la durée du temps de coupure d'Internet. Nous dépassons les 14 jours pratiquement. Effectivement, même des mois. Même des mois, quand il y a eu des choses en 2015. Donc on s'est retrouvés dans une salle avec les coupeurs d'Internet et moi je leur ai dit qu'il était possible d'installer dans les centraux des compagnies des télécommunications un dispositif de contrôle qui pouvait bloquer certaines signatures. Ça veut dire qu'à un moment, vous avez vu dans le pays qu'on n'avait pas coupé Internet, mais que Facebook n'était plus accessible, le site Internet de Honoré Mwanda n'était plus accessible, WhatsApp ne l'était plus, mais tous les autres services l'étaient, parce que par exemple, les distributeurs automatiques de billets marchent avec Internet. Les avions également, pour envoyer le signal de leur localisation jusqu'à atterrir, marchent sur Internet, et quand les coupeurs d'Internet l'avaient fait, ils n'avaient pas remarqué qu'il y avait les avions
étrangers qui ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas atterrir. Ici, parce et qui ont atterri qu'il n'y avait à pas Brazzaville. des connexions. Wow. Et même le manifeste sur le plan de sécurité, excusez-moi. Et donc, on a été ici au Congo avec un monsieur très intelligent, Léon Talé, qui vont pu bloquer, sur base du protocole que j'avais écrit pour ne pas couper tout Internet, un certain nombre de contenus. Mais après, les gens ont fait du VPN. Et c'est clair. La base de données Very personal network. n'a plus supporté parce qu'elle n'était plus mise à jour. Voilà. Mais il est possible de faire la restriction. Okay. Très important, surtout pour les enfants. Mais Fanfan, moi, juste une réaction. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tout ce que vous proposez est parfait. C'est absolument parfait dans le meilleur des mondes. Mais où est la frontière avec notamment la violation des droits, justement? Lorsque l'on se décide de mettre en place ce type de logiciel qui va fouiller dans nos téléphones portables, quelque part, vous êtes en train de fouiller dans nos vies. Où est la, je dirais, la limite entre la vie privée. Voilà, jusqu'où vous pouvez vous introduire dans nos vies. Naturellement, les technologies numériques sont intrusives. Lorsque vous téléchargez WhatsApp sur votre téléphone, vous lui donnez accès à votre galerie et même à votre caméra. Voilà. Ok. Mais oui. Même les contacts. À vos contacts d'abord, à votre galerie et à votre caméra. Parce qu'il demande l'autorisation. Absolument. Et puis vous avez la technologie cellulaire qui est obligée de vous géolocaliser à tout moment. On peut aussi quand même à un moment désactiver. On désactive la géolocalisation sur GPS, mais vous ne pouvez pas enlever la géolocalisation sur votre téléphone. Parce que c'est ça le principe même du fonctionnement du GSM. Ça veut dire qu'on doit vous localiser sous une antenne pour qu'on puisse vous acheminer votre signal, votre communication. De certains services. Voilà. Et donc, nous, pour ça, on n'a pas le choix. Ça veut dire que nous avons des données de géolocalisation que nous produisons au moment où nous sommes là, des données de connexion, nos mots de passe et tout, ils sont connus, et même nos empreintes digitales. Nous avons les données de navigation. Tout le monde sait dans quel site vous êtes allé. Et observez que quand vous allez souvent dans les sites de matchs de football, on vous propose également des contenus liés à l'endroit où vous êtes. Mais parfois, on propose du contenu qui n'ont rien à voir. Ça peut arriver sur Google, par exemple, tu fais une demande, mais ça te donne autre chose, qui n'a vraiment, parfois même des contenus qui n'ont rien à voir avec ce que la jeunesse devait voir. Directement, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? En fait, ce qu'il y a sur Google, c'est un annuaire informatif. Ça veut dire que vous entrez un mot de passe, c'est un moteur de recherche qui va en fait vous donner l'information que vous recherchez. Mais maintenant, Google fait du commerce. En fait, il y a du référencement payant. Voilà, il y a des gens qui payent pour qu'avec un mot-clé, leur contenu apparaisse beaucoup plus vite que le contenu neutre. Exactement. Et donc, il y a des gens qui payent très cher pour ça. Par exemple, vous pouvez prendre une marque, vous écrivez Peugeot, et Peugeot a déjà acheté toute une page, parce qu'il y a des pages, non? Où on vous donne le résultat de recherche, on dit page 1, page 2, page 3. Alors, sur toute la page 1, vous n'avez rien de mauvais sur Peugeot ou sur ou quelque chose. Il y a un algorithme, en fait, qui vous redirige directement vers un contenu plus clair, plus limpide, en fait. Donc, ça veut dire que nous avons ceci de manière simple. Nous avons une contextualisation du savoir par Google. C'est Google qui décide qui vous allez lire en premier ou pas. Il n'y a pas moyen de contrecarrer ça? Maintenant, je vais vous le dire. Vous avez aussi une socialisation qui est celle de nos réseaux sociaux. Ça veut dire, vous remarquez qu'ils nous sortent toujours les trends, les tendances de la journée. Et vous allez vous rendre compte, je donne ce cas comme ça, on est dans People, quand les images de Peignel sortent, il y a eu Mortal 6 de Innocent Boss qui devait sortir et la mort de Lefao. Et ces deux événements ont été éclipsés. Et l'histoire de Will Smith aussi. Oui. Et la gifle. La gifle. Et puis, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des images qu'on a complètement enlevées d'Internet. Le coup de boule de Zidane, il n'existe plus. Non, essayez de le chercher, c'est vraiment très difficile. Ou encore les images de camps d'arrestation des talibans au Cuba, Guantanamo. Ça n'existe même pas, ça n'existe même plus sur Internet. Donc c'est pour vous dire que
Et ça coûte cher pour faire ça, hein, il ça paraît. coûte énormement cher. Ouais. Ça veut dire que ces compagnies-là ont des algorithmes dans une économie qui valorise plus le messager que le message. Exactement. Et donc, ils sont en train de donner l'impression d'une certaine neutralité, mais c'est du contenu payant. Exactement. Et auquel vous avez accès, soit selon votre zone, selon ceci, selon cela. Et quand vous allez vraiment à l'étranger, vous vous rendez compte que il y a certains contenus qu'on a à l'étranger, mais qu'on n'a pas ici. Vous pouvez aller sur YouTube, on vous dit ce service n'est pas disponible. Surtout sur Instagram, avec même les téléchargements des applications. Effectivement. Et il y a plein d'icônes d'iPhone qui sont bloquées ici. Voilà. Oui, effectivement, quand quelqu'un a un iPhone 12 Max Pro ici, je me dis ça coûte 1050 € pour rien. Parce que il y a certains services qui ne sont pas disponibles. Pas du tout. Vous utilisez peut-être 10% seulement. Oui, de potentialité de ce téléphone. Parce qu'en fait, avec ce téléphone Apple, vous pouvez même appeler votre taxi. Voilà. Mais ici, vous allez appeler... Non, c'est pas taxi. C'est comme Huawei qui a enlevé beaucoup d'applications qui concernent Google américaine dans les Alors, merci mesdames. Merci. Passionnant, passionnant. Voilà pourquoi j'ai tenu à voir le docteur sur ce plateau. Non, madame, malheureusement, on doit prendre la pub. On va prendre la pub. Continue dans le même décor, mais avec deux nouveaux invités. Et oui, Kin People, cette fois-ci, nous avons décidé de mettre les petits plats dans les grands pour cette deuxième partie de l'émission. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Nous allons donc continuer avec, cette fois-ci, Michel Bakenda, qui nous fait donc l'immense privilège d'être avec nous. Bonjour Michel. Bonjour, merci. Ah, Michel Bakenda. Michel Bakenda. Michel Bakenda, mesdames et messieurs. Michel, pour tout te dire, sur notre liste des invités, parce qu'on a des propositions en fait. Et tu étais parmi les top 5. Oh, quelle gens qui voulaient t'avoir en fait sur ce plateau. Wow. On a plein de choses à dire. C'est pour cela que je dis, je pense être le bienvenu. Tu restes le bienvenu. Ok. On s'en est bienvenu, fils prodigue. Une question pour cela, Botouna Michel, Aruba la Mukoni. Le moutoumou comme Abina Obala Tigre Est aussi. Je peux pas se marier, ma guerre, ça c'est zone d'état. Non mais il faut qui m'écoute. Mesdames et messieurs, vous avez compris la tournure que va prendre cette émission et il n'est pas seul, il est accompagné de Emi Yango. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Emi Yango qui est donc le fondateur du mouvement Swift Family. Donc avec toi, nous allons parler évidemment développement durable, mais surtout, on parlera de cet apport aux personnes vulnérables pour lequel Swift Family s'occupe si bien. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est donc planté. On va donc embrayer pour parler de notre sujet du jour. Il s'agit donc du hashtag Rwanda is killing. On ne peut pas ne pas faire mention justement de ce qui constitue aujourd'hui l'une des plus grandes vagues de communication autour de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Et bien entendu, pour entrer dans le vif du sujet, nous avons reçu plusieurs reportages, notamment celui de Frenzy qui est basé à Paris et qui nous a donc fait parvenir cet élément très illustratif de l'ambiance autour de la cause congolaise. Suivez. Christelle, le hashtag Rwanda is killing a été relayé et suivi par la diaspora congolaise ici en Europe, ce qui prouve que le peuple congolais est uni face à l'agression qui nous a été injustement imposée. Rwanda is killing, ce mot-clé désigne le Rwanda tue en RDC. Et ce mot-clé a mobilisé d'abord la communauté congolaise des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et d'autres réseaux sociaux. Plusieurs images désignent le Rwanda responsable de la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. La diaspora congolaise en France a manifesté son soutien ce samedi à nos frères RDC qui se battent jour et nuit pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Rien ne sera comme avant. On ne cédera même pas un seul centimètre de nos terres. Et non à la balkanisation du Congo. Soutien au FARDC. FARDC, viva! Viva nos combattants! Peuple congolais, ici à Paris, c'est 18 juin 2022. Nous manifestons notre
soutien indéfectible à nos frères de C. Nous sommes réunis sur la place Château Rouge pour passer les messages contre les Rwandais qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Nous, les mamans, les paris, les diasporas, nous soutenir yo, nous derrière yo. Il s'agit de ma prière, nous derrière yo. Le président doit mener ses stratégies selon sa sagesse, parce que nous avons des infiltrés, les Rwandais le réclament eux-mêmes. À 4 centimètres, mon côté à ma belle Nabiso, Banguna Baroswango. Le M23 égale Rwanda. Le Rwanda égale la communauté internationale. Les hashtags Rwanda is killing Christelle a mobilisé toute la communauté congolaise de l'étranger et cette mobilisation va encore s'amplifier, d'autant plus que nous nous approchons de la date anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est-à-dire le 30 juin 1960. Nous adressons par le même temps nos sincères remerciements à Frenzy qui nous a donc fait parvenir ce reportage qui témoigne justement de l'ambiance. On remarque une nette cohésion, Fanfan, autour de la cause congolaise, que ce soit dans la diaspora ou même ici. On voit vraiment que des personnes, les Congolais s'unissent pour cette problématique qui se passe à l'est de notre pays. Effectivement, Christelle, alors on a remarqué que pour cette fois-ci, cette agression dont on est victime a réveillé une certaine classe. C'est vrai qu'on se plaignait de temps en temps, bon voilà, il y a la guerre à l'est du pays, mais c'est comme si voilà, oui, près de 30 ans, mais on a l'impression que cette fois-ci, la mobilisation, elle est vraiment générale. Moi, j'ai vraiment adoré un youtubeur, j'ai oublié le nom, je dois être belge ou français, qui lui a vraiment fait un reportage pour revenir sur vraiment les détails de ce hashtag. Et je pense que le déclic est arrivé après qu'il y ait des équipes comme Arsenal, Paris Saint-Germain, qui ont été taguées plusieurs millions de fois. J'ai vraiment l'impression que le boss de Paris Saint-Germain, Twitter, Instagram, Facebook, partout. Et ça a attiré l'attention, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ça a relevé le niveau de l'attention sur ce sujet. Et on a remarqué qu'il y a eu un retour. Le retour, c'est que, bon, voilà, la twittosphère congolaise s'est vraiment réveillée. Il y en a qui ont payé des frais. Je vous informe que Kadima, même Kadima a eu ses comptes Facebook. Je pense que vous connaissez Kadima, le dessinateur, a eu ses comptes. Que nous saluons, qui est déjà passé sur ce plateau. Il y a eu ses comptes Instagram et Facebook qui ont été fermés, bloqués par Meta. Alors, on se dit, est-ce que ce n'est pas la communauté rwandaise qui a peut-être signalé aussi à un moment le compte de Kadima pour que Bakanga compte? Ça veut dire que quelque part, le message est passé et est arrivé quelque part. Alors, voilà. Pour ne pas vous couper la parole. Non, on allait justement te donner la parole. Dans ces mouvements ici, je me suis rendu compte que Twitter était comme un peu négligé. Voilà. Beaucoup de gens étaient sur Instagram, Facebook, mais maintenant là, tout le monde a l'impression que tout le monde veut savoir. Ah, Ndekewana est l'accent. Voilà. Et quand on a posé cette question, Ndekewana est l'accent. Mais Michel, ton avis c'est quoi? Quel est ton avis en tant qu'artiste? Personnalité, en tant qu'artiste, leader d'opinion. Franchement, je ne sais pas si c'est... Peut-être qu'il y a la main des dieux derrière ça. Ça ne s'est jamais fait. C'est comme je disais au départ, on a comme l'impression que la guerre vient de commencer. Pourtant, ça fait 30 ans. Plus de 20 ans, 30 ans pratiquement. Mais qu'est-ce qui nous anime? Par exemple, en Europe, on vient de voir les reportages, et là-bas, c'est les combattants. Voilà.
on a souvent comme l'impression qu'ils aiment même que la guerre soit ici. Pour qu'ils aient des arguments à critiquer le pouvoir en place. Mais on se rend compte que même ils sont mobilisés. Moi, je pense qu'il y a une main de Dieu derrière ça. Peut-être que c'est le temps vraiment du Congo, quoi. Que les choses changent. Ah oui, hein. On aimerait également avoir... avec cette guerre. On aimerait également avoir l'avis de Amy. Moi, personnellement, d'abord, je suis content de l'engouement, en fait. Aujourd'hui, on est en train d'en parler, on se dit que non, le mouvement sur les réseaux sociaux, c'est intéressant. Mais ça, c'est sur les réseaux sociaux. Mais sur les faits, les gens sont en train de mourir. Jusque-là, les leaders d'opinion sont en train de parler. Mais rien n'est fait jusque-là. On est en train de pleurer paix à son âme, le monsieur qui a perdu sa vie aux frontières, là, le soldat. Ça doit être réactif. Le soldat Mokili Kingombe Mouniolo. Voilà, paix à son âme. Il est né le 7 septembre 1981 et 6 enfants, s'il vous plaît. Vous voyez à quel point les gens sont devenus... sont en colère, en fait. Parce que je me dis, si ce monsieur-là arrive jusqu'à faire ce geste-là, ça veut dire que ça a vraiment touché réellement. Tout à fait, oui. Aux hommes politiques, réellement, des preneurs de décisions, de prendre le taureau par les cornes. Voilà. C'est vrai que nous, on a fait notre part. Je suis content, la population congolaise, vous les journalistes... Et pour ne pas t'interrompre, Amy, il y a de cela quelques jours, des images ont circulé, notamment sur les réseaux sociaux, où on voyait la population de Goma massée à la frontière avec le Rwanda. Ils étaient prêts, justement, à passer la frontière et aller en découdre. Voilà, ça, c'est vraiment du jamais vu. Une telle mobilisation, c'est vraiment du jamais vu. Nous, la population d'âme, on a fait notre part. Les politiques, les musiciens, les artistes de tous bords ont fait leur part. C'est maintenant politique. Parce que la solution ne viendra que de politique. Mais Michel, vous personnellement, qu'est-ce que vous avez fait? En ce qui me concerne, il faut dire qu'en ce qui me concerne, je ne me suis pas encore affiché. D'ailleurs, merci de l'opportunité que vous m'accordez pour que les gens comprennent mon opinion. Et donc voilà quoi. Mais je pense qu'en tant qu'un chrétien, la meilleure des choses que je peux apporter, c'est d'abord la prière. La prière pour la nation, nous le faisons chaque jour. Chaque matin. Qui connaît les autres, prière. Est-ce que la Bible nous a réglé la guerre dans genou? Dans ma bonne délicat. Pasteur Michel. Non, écoutez, c'est important. Je pense que des moments comme celle-ci, il est important pour la nation de reconnaître la place de Dieu. Il ne faut pas... D'abord, oui. Il faut savoir que c'est Dieu qui a accordé la victoire aux gens qui ont combattu dans la Bible. Et c'est le même système. Si nous appliquons le même système, nous nous confions à Dieu, nous adorons Dieu et nous prions Dieu. Rassurez-vous que... Michel, mais entre-temps, nous avons des... En tout cas, il y a le préalable. Je pense que la prière en fait partie. Ça, en tout cas, il n'y a pas de débat. Bon. En tout cas, ça va, mais... frère Michel. Yo yakara na micro na ona mwa bafle oyembela biso ka biso to kenda en tout cas na go signer. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 10 20 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 10 20 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 10 20 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Déjà, c'est que moi je suis content parce que l'agriculture, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Tous les corps de métier. Tous les corps de métier. Tous les corps de métier aujourd'hui. Alors moi j'aimerais bien vraiment égrener ces grands mensonges là. Moi j'aimerais vraiment savoir. Il y en a 5. J'arriverai. Alors le premier grand mensonge, c'est d'abord l'obsession de la terre.
dans l'entrepreneuriat agricole. Ça paraît un peu contradictoire. Mais aujourd'hui, l'approche de l'entrepreneuriat agricole, et même dans le cas d'une coopérative, on parle de la coopération agricole. Ça veut dire que c'est un ensemble, c'est des maillons en fait. C'est des maillons d'un système, d'un écosystème en fait. Donc aujourd'hui, vous pouvez être entrepreneur agricole sans terre. Sans avoir la terre. Et donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a une grande obsession, et la plupart de ceux qui nous suivent, dans toutes les familles, hein, vous trouvez 20, 30, 40, 50 hectares de terre qu'on a acheté dans un coin. Et aujourd'hui, cette pratique a un effet social vraiment pervers. Parce que vous allez dans des villages, vous achetez 30 hectares. Et vous les gardez. Et vous les gardez, voilà. Et vous les gardez. Les Amabélé Nangaï, voilà. Et les gens ne peuvent pas y arriver. Il y a aujourd'hui à Kimwenza des villages entiers qui ont été achetés comme ça. Et les gens sont à Kinshasa, ils sont quelque part. Donc le premier grand mensonge, c'est celui-là, cette obsession de la terre. Cette obsession. Vous n'allez quand même pas interdire à quelqu'un d'acheter. Moi, alors j'en viens. C'est-à-dire que moi, le problème plutôt que j'allais soulever, c'est que est-ce que dans ce cas de figure, on ne parle pas encore d'expropriation? Non, pas encore. Non, en fait, assez voilé, hein. Assez voilé, c'est une expropriation un peu pudique. Assez voilé, mais le résultat est le même. Accaparement plutôt. Voilà. Le terme qui me fait non, même expropriation parce que finalement les conséquences sont les mêmes. Ces gens-là n'ont plus accès à leur terre, ils n'ont plus, voilà, donc leurs droits sont réduits, réduits en fait par rapport à cette situation d'en face. Donc le premier grand mensonge, c'est cette obstination de la terre. Et je voudrais dire ici solennellement que ce que vous n'avez pas réussi à faire sur 1 hectare, vous n'allez pas le faire sur 10 hectares. Même si vous en avez 100. Même si vous en avez 100. Voilà. Même si vous en avez 100. Voilà pourquoi d'ailleurs, même dans l'agriculture, il y a des pépinières. Ça veut dire que vous essayez dans une superficie réduite pour voir si sur une plus grande, ça va marcher. Ça va marcher. Très bien. Et donc, on est rentré dans ce piège avec le modèle américain, hein, de Big Farm, des grandes concessions. Western, mais attends, voilà, de western, les gars à cheval, et puis ils ont des trucs à perte de vue. Voilà. Mais attendez, il faut dire que c'est des choses qu'ils ont, ça on ne le dit pas, hein, ils ont reçu des 6-7 générations d'avant. Voyez-vous ? Et donc, c'est le travail de 6-7 générations, ce n'est pas 10-15 ans, quoi, non. Et c'est des cultures familiales. C'est des cultures familiales, des gens qui ont accepté. Il y a des familles pour lesquelles l'agriculture fait partie de l'ADN. L'ADN. Donc, le fils aîné, voilà, il est vétérinaire, l'autre, il va à la fac. Tout est dans le business de l'entreprise familiale. Et donc, il y a ça. Donc, chez nous, le premier grand mensonge, c'est cette obstination de la terre. Donc, je peux être entrepreneur agricole sans posséder de terre. Effectivement. Alors, juste une petite question. Vous avez parlé de $50 qui ont été investis. Ouais. Vous avez parlé de 30 kilos de pommes de terre données à chaque investisseur. Exactement. Quel est le retour chiffré sur investissement? Alors, ça, c'était la première campagne. La dernière campagne de 2021, il y a d'ailleurs des images sur Internet, on est allé à 100 kilos et de 100 kilos, chacun a reçu 50 kilos. En chiffres, ça donne quoi? Par rapport, je pense que c'est plus explicite pour une personne de savoir. Je vous dis. Voilà. Déjà, sur $100, nous sommes à $2 le kilo. D'accord. Tandis que sur le marché, vous êtes déjà à 2,83. Donc déjà, le rendu, même si vous devez revendre cette part-là, vous êtes... c'est bon. Et c'est dans des modèles qui sont encore en étude où maintenant, les gens vont commencer à ramener des fonds. En fait, nous voulions répondre à une préoccupation, c'est celui de financer les activités agricoles. Et donc, l'autre grand mensonge, le deuxième, c'est ce fantasme sur l'argent. Dire que cette fixation. Non, moi je parle de c'est faux. Donc c'est faux. En tout cas, écoutez, le modèle déjà agricole, Okola Lanzalate, justement, c'est une agriculture de subsistance. Ça veut dire que de la maman qui a son lopin. Et un peu le cas de Dauphin, quoi. Voilà, derrière la parcelle familiale. Voilà, donc moi, nous n'avons ezali, mais pourquoi tu as dans la corde, qui est banni, voilà. Et donc, c'est cette fixation que les gens font sur l'argent.
Et voilà, on dit, mais attendez, moi je connais des personnes qui se sont peut-être enrichies par ça. Oui, justement. Ça, il faut encore voir le modèle. Oui, il faut voir le modèle. J'en viens. Il faut voir le modèle. Et il ne s'est pas enrichi, c'est pas au premier coup. Hein. Quand vous regardez, c'est pas du coup, c'est voilà. à la mesure. Alors, pourquoi l'erreur, c'est que dans l'agriculture, et c'est qu'ils ne vous disent pas, il y a des coûts cachés. Ok. Voilà. Il y a énormément de coûts cachés. Voyez-vous? C'est comme ça qu'aujourd'hui... Deux exemples, par exemple. Ouais, je te donne un cas. La plupart qui vont dans leur ferme ne calculent pas le carburant. En principe, il faut que tu coûtes le carburant bien sûr pour du mise à bénéfice. Même le péage. Ah oui, le péage, la casse-croûte là, moi, pour cas mais là, il y a un moment où on fait ça la bénéfice. Tu comprends un peu? Et donc, ce qui fait que, comme on ne prend pas déjà en compte très bien les bénéfices, en fait, on est toujours déficitaire. Bien sûr. On est toujours déficitaire. Et c'est comme ça que ceux qui viennent avec ce fantasme-là, comprennent pas ça, encore que il faut être tourné peut-être moi 3-4 ans pour comprendre le business, ou comprendre ma délai, ou comprendre... Et il faut également tenir compte de certaines, comment je peux dire, certains aléas climatiques, par exemple. La blague, c'est quoi la blague? Moi, je dis souvent aux gens que, mais attendez, c'est quand j'entre dans ce domaine, qu'une fois je prie pour la pluie. Hein? Vous l'aidez. Mais la réalité, en fait, c'est laquelle? Tu as les premières pluies, on nous raconte qu'elles commencent en septembre. Oui. Mais les autres commencent aussi en septembre et octobre et bétité. Novembre, inondation. Donc, on quitte de ce que les techniciens appellent d'un stress hydrique, la inondation. Donc, à taille alors imaginez maintenant avec les cultures. Donc on a des stress, et comme je vous dis, un jour on s'est appelé avec les amis, on dit hey, Banama, il faut Tosambela Lelo. Et il y a d'ailleurs je vais partager un petit bout de film de Kevin Costner, qui était un groupe de fermiers. Et la prière de Kevin Costner, il est là tout sérieux, il dit Dieu, donne-nous la pluie. Et un peu de chance, nous on fera le reste. Et c'est quand j'ai suivi ce bout de film, j'ai dit, ah ben on n'est pas seul. Hein. Kevin aussi a plié pour la pluie, hein. Ça nous a un peu... Mais voilà. Et donc, la troisième erreur? Alors, la troisième erreur, c'est justement de se dire, Mbokanabiso, ata obwaki wapi. Et c'est pas vrai. Nous avons des terres Non, c'est pas vrai. La terre, elle vieillit. La terre, elle vieillit. La terre, il faut la régénérer. La terre, elle subit des stress. Ah bon? Ah oui, bien sûr. La terre, elle subit des stress, elle vieillit, il faut l'entretenir. C'est comme les dames, hein. Il faudrait vraiment s'assurer que pour qu'elles donnent et donc, c'est tout ça. Et cet entretien-là, elle se résume en quoi? Alors, non, il y a effectivement d'abord le repos. Ah bon? Le repos. La jachère. La jachère. La jachère, c'est déjà... et puis, retourner régulièrement à la terre, parce qu'il y a l'air qui passe, qui permet justement de... Après, il y a des composants agroécologiques que vous pouvez associer pour la garder après un temps, et aussi respecter... En fait, la terre... Et ça fait aussi partie des coûts cachés, au fait. Exactement. Et d'ailleurs, j'en viendrai. Aujourd'hui, on ne le dit pas souvent, et sur une ville comme Kinshasa, le risque que vous chopez. Voilà, c'est soit des composants organiques en termes d'engrais, et commence à devenir très élevé. Pourquoi? Parce que, à la base, et d'ailleurs, quand je parlais, je reviens un peu à ce que je disais tantôt sur la fixation sur la terre. Et puis, la terre, moi, depuis que je suis côté ma solo, je suis sous terrain, je suis ah oui, il faut l'étudier. Au moins, mon maître comme sérieux. Dans 50 hectares, au sombi, on a quelle est la toutes ces questions-là. On ne se pose pas. En fait, on se pose pas. En fait, la valeur de la terre, c'est quoi? C'est l'information que vous avez sur la terre. Ok.
quels sont les composants chimiques au Ezali. Alors, quand vous invitez un spécialiste, il suffit qu'à Ramon Amatiti au Ezawana, il est capable de vous dire à peu près qu'est-ce qu'il y a en dessous. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez, voilà, comme culture, beaucoup ça la place Wana. Et donc, l'information, accroître l'information. Et donc, c'est comme ça que rapidement, on balaye, on le baquet, attends, au bois qui wapi, au bois qui paille, et bimi, encore que paille, au bois qui. Ils ont espèce nini, variété nini. Donc tout ça là, ça entre en compte pour connaître est-ce que tel Mabélé peut supporter tel. Exactement. Et c'est comme tout ça. ne pousse pas partout. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Et bien entendu, le fait de faire intervenir un spécialiste, un agronome, eh bien c'est aussi un coût caché. Au début. Non seulement ça, et c'est comme ça que, n'ayant pas fait des études préalables, comme coach engrais biché là. Et c'est comme ça que Bilo peut belé toujours lié à l'élo, aussi vous savez attention thé. C'est pas bon. Et voilà, il y a des engrais, il y a des gens, voilà, nous avons ça là une culture sans qu'il y ait voilà, maladie ni les aliwana. Quelle est la maladie qui est dans les parages, qui vient soit de chez les voisins, et c'est comme ça que les lots, les levures passaient dans les hôpitaux, au monde que les levures, voilà, on commence à en choper comme ça. Donc voilà, on est derrière comme ça, c'est des choses comme ça. Quatrième erreur. Alors, quatrième erreur, c'est de se dire, voilà, nous, on aime un peu le dire différemment, hein, que Moussala Bilangaïza, Moussala des personnes qui ont raté leur vie aussi. Voilà. Et un peu, on a des choses comme ça, hein, des fois, l'équipe Bilangana passe. On lance l'équipe Bilangana passe. Attendez, mais c'est tout de même le contraire. Quand vous allez dans les nations civilisées, ce sont ces gens-là qui ont le mot. Bien sûr. Qui ont le les mot. fermiers, quand ils font la grève, en France, en France, c'est 30% des ruraux. Et si vous ne passez pas comme candidat sérieux au Lekina Salon et Agriculture T, bien sûr. et que l'agriculteur va porter le thé en France, ou les KT. Or, nous, ici, nous avons 70%, 75% des ruraux. Donc, nous sommes un pays foncièrement... Un pays foncièrement, mais qui font essentiellement de l'agriculture de subsistance aussi. Exactement. En fait, ce n'est pas un péché à la base. Mais c'est simplement... Non, mais ce n'est pas une agriculture industrielle comme on voit chez les autres. C'est-à-dire que même aussi, les rendements de cette agriculture sont donc limités, et notamment en termes d'argent. Alors, je vais te donner des chiffres. L'année passée ou l'année écoulée en France, c'est 150 agriculteurs qui se sont suicidés. Pardon? 150 agriculteurs qui se sont suicidés. Alors oui, justement, problème, il y a un système. Voyez-vous, système où écotaki, voilà, subvention. Déjà avec la crise, à un moment, c'était la crise du lait en Europe. Oui, bien sûr. La crise du lait en Europe. Il fallait absolument augmenter les chiffres. Et vous savez, ça se jouait à quoi? 0,0 euros sur le litre. Mais il y en a des gens, il y a des gens qui en sont bons, et chaque année, le système Oyo, en fait, comme Kozonga, comme Zonga, dans un système où on s'est dit non, il faut une agriculture durable qui tienne compte de certaines valeurs. Voyez-vous? Et c'est là, quand je dis l'Ikambouya, agriculture, Moussalaya, Zoba, les gens oublient même les valeurs. Vous savez, je raconte une anecdote. Je suis au collège Vaud en première année CO. Et le professeur de botanique a fait ce travail, a fait ce devoir. Alors, sur 2 semaines, chaque 3 jours, vous allez planter haricots, l'idée sous moko, chaque 3 jours. Bon, et viva, Hermongoso raisonné, non, il y a 5, il fait 4 jours, il y a tout entier. Et puis, voilà, surtout qu'ils sont toujours bref, 2 semaines, voilà, ils sont sautés. Alors, à la cotation, c'était tellement simple. Donc, il suffisait qu'à la carte, 0. Ok, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais il n'y avait que 2 personnes de Bazouaki. Pourquoi? En fait, le temps au Yolonaki, il fallait
Et ça, la moi, design, il y a étage. C'est le genre. Oh, l'on a qui a liboso, exactement moulaï. Oh, l'on a qui 3 jours après, et il est un peu comme les Dalton. En fait, le message, c'est voilà. Et donc, c'était ça. Ceux qui ont respecté tant, en fait, c'est pour dire qu'avec la terre, on ne triche pas. D'accord. On ne triche pas. Alors, chaud, mais rien. Avec la terre, on ne triche pas. Et c'est comme ça que vous allez voir. Ces gens-là, ils sont constants. C'est l'école de la détermination. Je t'assure que, écoutez, voilà pourquoi quand je parle des grands mensonges, parce que il en reste un, je signale. Ah ouais, si. Et donc, les vrais essuient, il faut vraiment avoir du cœur. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai plus ou moins, ça n'engage que moi, la plupart de ceux qui réussissent d'ailleurs, ne sont pas de cette filière en tant que scientifiques. C'est vraiment des gens qui sont dit, vraiment vous avez besoin d'abord d'une grande détermination, parce que bon, il y a des moments où c'est le temps, c'est vous-même, encore que vous avez d'autres occupations à côté. Et donc c'est comme ça que nous, au niveau de la plateforme, nous nous regroupons. Nous nous regroupons et voilà, un autre conseil, ne faites jamais l'agriculture seule. Et j'aimerais entamer le dernier mensonge justement de cette série. Alors le dernier mensonge, c'est de faire l'agriculture sans l'agronomie. D'accord. Donc ça veut dire que les deux sont liés. Ça veut dire qu'il faut s'armer pour être entrepreneur. Il faut regarder à 4 facteurs. Le temps. Qu'est-ce que votre temps vous donne, vous permet pour vous orienter dans l'entrepreneuriat agricole. C'est déjà la saison sèche. Voilà. Non, pas seulement le temps en termes de saison, mais votre temps, votre horaire. Votre horaire vous laisse de faire quoi. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui achètent 200 km mais ça fait rien. Mais attends, il y va quand? Il ira jamais, clairement. Il ira jamais. Parce que voilà, il travaille de lundi à lundi. C'est compliqué. Alors que quelqu'un comme ça, il faut conseiller une pratique dans la parcelle. Dans la parcelle. Ça joue sur la santé, donc il faut lui donner quelque chose qu'il fait. Voilà, de là. J'ai encore vu mes tantes à Bruxelles, bien sûr. Tout le monde, mais na balcon. Donc et donc il faut regarder à votre argent. Quelles sont vos capacités financières? Donc, avec le temps, votre horaire, il donne quoi? Vos capacités financières, les dispositions de ressources. Ressources en termes, d'abord, de connaissances. Qu'est-ce que vous avez comme connaissances? Il y en a qui sont en connaissance 0, mais qui veulent se lancer sur la culture la plus compliquée. Ça va pas marcher. Commencez par quelque chose de small, petit à petit, de simple. Voyez-vous? Et donc, au-delà de ça, les ressources, c'est maintenant quelle est la ressource que vous avez à disposition. Peut-être que vous n'avez pas une terre, mais que vous avez la capacité de racheter une production. Vous êtes dans le sillon. Il y en a qui font Dubaï aujourd'hui. Vous pouvez vous lancer dans les emballages, fournir les emballages. Vous restez sur le maillot, je dirais que ça serait toujours mieux d'intervenir sur une chaîne. Exactement. Effectivement, c'est une chaîne, une chaîne de valeur agricole. Donc, nous disons aux gens aujourd'hui, voilà, il y en a qui ont des moyens. Il y en a qui ont des moyens, suffisamment de moyens, mais qui peuvent justement... voilà. D'ailleurs, à propos de la terre, mais nous, il y a des campagnes que nous faisons avec des terres louées. Donc, c'est pour dire que pas forcément, vous n'avez pas tellement. À un certain moment, c'est pour les cultures pérennes. Vous voulez faire un verger avec des arbres fruitiers. Là, au moins, vous pouvez vous... Et déjà, aujourd'hui, en Afrique, donc après les céréales, aujourd'hui, en Afrique, c'est les fruits et les légumes. Donc, il est aujourd'hui, d'ailleurs, face à la crise alimentaire et même en termes de rentabilité. Quand vous regardez des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils font en termes de fruits. Et voilà, c'est dire que c'est là qu'il y a le monde de demain. Donc, c'est ça.